Bonjour Vincent Groiselot. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Vous êtes rédacteur en chef de mer-et-marine.com, expert, on peut le dire, de tout ce qui touche à la navale, à la marine, notamment d'un point de vue militaire. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui puisqu'on va parler de cette opération Orion 2026. On va la décrypter ensemble. D'abord, c'est quoi exactement Orion? Une opération militaire de très grande envergure. Oui, le premier exercice Orion a lieu en 2023. Ça, c'est le deuxième. Donc là, on est sur un rythme en gros de tous les 3 ans. Et donc l'idée, c'est en fait de massifier les exercices. Pour avoir quelque chose de très réel, qui corresponde à des menaces potentielles, à des conflits potentiels, il faut mettre énormément de moyens sur la table. Beaucoup de bateaux, beaucoup d'avions, beaucoup de blindés, beaucoup d'hommes. Là, on a plus de 10 000 hommes, une centaine d'aéronefs, 25 navires, voilà, et tout type de bateaux. Et on va, en gros, du fond des mers jusqu'à l'espace. Donc, c'est multispectre. Ça veut dire que ça, c'est très compliqué à mettre en place, ça coûte très cher. Mais c'est indispensable parce que c'est là où justement on va pouvoir avoir le meilleur réalisme possible, mettre la force bleue, les gentils, on va dire ça comme ça, et les rouges, mais pas que quelques rouges à défendre, mais une force vraiment importante de rouges pour que les bleus, c'est-à-dire en gros l'armée française, eh bien, puissent se confronter alors à elle-même et avec des alliés également, à une force qui est vraiment conséquente et qui a des moyens. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est représentatif. Et on ne va pas se le cacher, qui est représentatif de ce qu'on pourrait avoir face à l'armée russe. 24 pays interalliés mobilisés sur cette opération Orion, ça n'est pas rien, effectivement. C'est une bataille navale, sans mauvais jeu de mots, une bataille de l'air, une bataille sur terre. Et une bataille de l'espace, et une bataille des profondeurs. Donc vraiment du multimilieu, comme on dit. L'idée, en fait, c'est le scénario, quelque part, il est inspiré de faits réels ou de menaces réelles. Alors là, ça s'est passé en Bretagne, ça concernait pour la navale l'Atlantique et la mer du Nord et la Manche. Mais en fait, l'idée, c'est est-ce que si un jour la Russie agresse un pays balte, comment on fait pour aller défendre ce pays balte qui appartient à l'Union européenne et à l'OTAN. Et donc là, on est dans une idée comme ça, c'est-à-dire qu'on a une partie des forces qui viennent par la mer, donc le groupe aéronaval avec le porte-avions Charles de Gaulle, dont la mission est d'assurer la supériorité aéromaritime, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise complète de ce qu'il y a sur la mer, sous la mer et dans les airs, de manière à couvrir une force de débarquement en coalition, donc plusieurs pays alliés qui se coalisent et envoient par des navires de débarquement des véhicules, des troupes, des hélicoptères qui vont poursuivre ensuite l'assaut, la reconquête du territoire qui a été pris par un ennemi, grâce à ces moyens-là, soutenus toujours par le groupe aéronaval, dont les avions peuvent aussi intervenir en profondeur à terre pour aller détruire les défenses aériennes, des centres de commandement, éventuellement des renforts de l'adversaire qui seraient en cours de repositionnement. Donc voilà, et puis évidemment l'armée de l'air ensuite qui vient également en soutien, ou dès le départ, suivant qu'on est proche ou loin, c'est-à-dire est-ce qu'on a un océan en fait entre nous et l'adversaire, ou est-ce qu'on a simplement une petite mer, c'est-à-dire qu'on peut en plus du porte-avions baser des porte-avions pas trop loin, des avions pas trop loin, et avec du ravitaillement au vol faire intervenir aussi des forces terrestres. Voilà, donc c'est interarmé et interallié parce qu'il faut aussi travailler ensemble. Et c'est pour ça que ça coûte aussi très cher, vous l'avez dit. Ça s'est passé notamment à Saint-Nazaire. À quoi a servi spécifiquement l'opération à Saint-Nazaire? Alors, au final, cette opération, cet exercice, il est un petit peu compliqué parce qu'on a annoncé beaucoup de choses. Enfin, quand je dis on, c'est l'État, les autorités ont annoncé beaucoup de choses. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont été décalées, supprimées. Donc, voilà. C'est un peu un flop de communication? Alors, c'est un flop, oui et non, parce que, quelque part, oui, parce que quand on veut faire un exercice qui est extrêmement réaliste, il a aussi comme postulat de base d'être surprise. Les exercices d'antan, jusqu'à il y a quelques années, c'était très codifié, on savait ce qu'il y avait en face, où allaient être les gens. Donc, il y avait un scénario très écrit à l'avance. Voilà, donc en fait, ils savaient vraiment à quoi ils allaient se mesurer. Bon, sauf que dans la vraie guerre, évidemment, dans la vraie vie, les choses ne se passent jamais comme on les a prévues. Et donc, ces exercices-là, ces dernières années, Orion, ou aussi Polaris pour la Marine nationale, ont aussi une énorme dimension de surprise. C'est-à-dire qu'il y a 2 adversaires, 2 forces, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Tous les coups sont permis, comme à la guerre. Donc c'est-à-dire que les rouges et les bleus dont vous parlez, qui sont tous évidemment dans les interalliés, on est d'accord, ne savent pas ce que vont faire ceux en face. Non. Donc c'est un vrai exercice. C'est un vrai exercice. Et si virtuellement un bateau est coulé, il est coulé. C'est-à-dire que le bateau et son commandant, ils sortent du jeu. Ils ne jouent plus. Le porte-avions leur aurait très bien pu être coulé pendant la bataille navale qui a eu lieu fictivement en baie de Seine, avec des vrais moyens en face. C'est-à-dire que le groupe aéronaval, il y avait 7-8 bateaux, et en face, il y avait 5 bateaux très modernes. Et donc, c'était une force quasi équivalente. Mais le porte-avions aussi a démontré sa supériorité. Mais voilà, avant, j'allais dire, les exercices, le porte-avions était sûr de gagner. Maintenant, il n'est pas sûr de gagner. Donc, du coup, ça hausse le niveau d'entraînement, ça hausse la tension, et on se rapproche de quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Alors, on va en parler, parce que quand je dis flop de communication, c'est parce qu'effectivement, on nous annonce
annonçait une opération extrêmement importante auprès des médias. C'était même appelé un Média Day à Saint-Nazaire, c'est-à-dire montrer un peu tout ça. Il y avait d'ailleurs le chef de l'état-major des armées qui était là à Saint-Nazaire. Peut-être que c'est finalement une bonne nouvelle, ce flop de communication, parce que ça a permis un vrai exercice. C'est surtout ça l'essentiel, en fait. Effectivement, Saint-Nazaire, à l'arrivée, sera juste servi à faire un point avec les médias, à faire de la démonstration quand même, parce qu'il y avait des hélicoptères, un peu de blindés. Il y avait le porte-hélicoptère Tonnerre qui a été construit à Saint-Nazaire. Qui était là, effectivement, donc ça a permis de montrer quand même des choses, mais une fraction minuscule, en fait, de cet exercice. Et surtout, effectivement, ce qui est important, c'est qu'à la fin, ils avaient des objectifs. Ils y sont parvenus. Moi, j'étais sur le Charles de Gaulle ces derniers jours. Les conditions météo étaient épouvantables, parce qu'évidemment, on l'a vu, on le voit avec les crues aujourd'hui partout, mais en mer, ça a été assez catastrophique. C'est pour ça qu'aussi, d'ailleurs, initialement, ils devaient jouer au large de Saint-Nazaire, le groupe aéronaval, dans le golfe de Gascogne, et que finalement, ils se sont repositionnés en baie de Seine, où c'est un poil plus abrité. Pour autant, je garantis qu'il y avait des plafonds de nuages qui étaient très bas, beaucoup de pluie, et que quand on voit des rafales marines qui pondent sur un porte-avions dans un temps pourri, on se dit que c'est quand même pas du sport de masse et que il n'y a pas beaucoup de pays qui sont capables de faire ça. Et que même si c'est un exercice très sérieux, qu'il faut faire très sérieusement, oui, parce qu'encore une fois, s'ils perdent, ils sortent du jeu. Donc, quelque part, c'est un peu la honte. On reprend des formules un peu jeunes. Ça veut dire qu'on a eu une météo exécrable, mais que finalement, ça permet à cet exercice, face à des aléas inattendus comme dans une vraie guerre, d'être réellement utile. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que malgré tous ces aléas, ils ont tenu leurs objectifs. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement détruit la Force Rouge qui s'interposait, ils ont pu mener leur débarquement, et maintenant, effectivement, ils ont une tête de pont, dont Saint-Nazaire fait partie dans le scénario, pour ramener des renforts supplémentaires et entamer la deuxième phase de l'exercice, qui va, elle, consister à envoyer une force blindée aéromobile vers le nord-est de la France. Ça se terminera à la fin du mois d'avril, avec jusqu'à 12 000 hommes mobilisés. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'effectivement, la guerre, c'est pas que par beau temps, la guerre, c'est pas quand on le veut, et à chaque fois, il y a des aléas, des impondérables. Et là, c'était vraiment le cas. C'est là en ça que c'est hyper intéressant, parce que là, c'est vraiment des exercices réalistes. Et moi, j'ai pu le voir, on discutait aussi, notamment avec l'amiral qui commande la flotte, il soulignait le fait que tous nos alliés, justement, ils viennent pour ça. Parce qu'on est le seul pays en Europe à faire des exercices. Oui, il n'y en a pas d'autres. Non, aussi importants, aussi réalistes, et donc tout le monde vient. Les Italiens, les Allemands, les Anglais, les Néerlandais, les Espagnols, les Italiens, mais aussi de beaucoup plus loin. On avait des Canadiens, on avait des Qataris, des Égyptiens, on avait des Coréens, des Japonais, des Australiens. Donc voilà, c'est plus de 20 pays qui étaient là. Et c'est aussi pour ça. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que du coup, au travers de ça, il y a aussi une crédibilité des armées françaises. Si tous ces pays-là, même les Américains, viennent, c'est parce qu'on fait des choses crédibles, on fait des choses sérieuses. Sinon, ils ne mettraient pas des moyens, ils ne perdraient pas de temps. Et là, c'est aussi quelque part, pas seulement un exercice, mais aussi de la communication envers les pays potentiellement ennemis. C'est de leur dire, nous nous préparons et nous sommes prêts. C'est ça, exactement ça. Et la démonstration que l'Europe, parce que c'est aussi ça, le message aussi, c'est l'Europe a les moyens de... Autour du porte-avions, il y avait beaucoup de bateaux européens. Une grande partie de l'escorte était européenne. Et donc, c'est de montrer que l'Europe a les capacités militaires et surtout, elle est capable de les mettre en œuvre. C'est pas simplement un alignement de nombre de chars, de nombre d'avions, de nombre de missiles, de nombre de bateaux. Ça, c'est facile, tout le monde peut en avoir. Beaucoup. Il suffit de dépenser de l'argent, ce que font les Allemands en ce moment. Mais ensuite... Et après, il faut savoir les utiliser. Exactement. Et faire travailler tous ces pays et toutes ces armées ensemble. On a démontré que c'était possible ces derniers jours ? Oui, on l'a complètement démontré, à un niveau où même dans les états-majors, ils s'en félicitent. Et particulièrement, encore une fois, dans des conditions météorologiques très difficiles. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc là, effectivement, ils avaient un entraînement déjà très haut niveau. Et en plus de ça, la météo est venue s'y rajouter. Et ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Donc, c'est bien. Et donc, ce message, effectivement, il est vu, entendu par Moscou. Les Russes observent tous ces exercices. Et de même que les Européens observent les grands exercices qui sont toujours annoncés par Moscou. Voilà, et comme disait un amiral, nous on regarde leurs exercices, les objectifs ne sont pas toujours atteints. Nous, quand ils regardent les nôtres, généralement nos objectifs sont atteints. Alors, ils s'en félicitaient, bien évidemment, de temps en temps, ça ne peut pas toujours marcher. Mais globalement, oui, la démonstration de force, elle est importante. Et elle n'est pas seulement pour les Russes, elle est aussi au niveau européen. C'est aussi de démontrer qu'en Europe, au sein de l'OTAN, les Européens sont capables de prendre leur part, sont capables d'aligner des forces considérables. Et c'est aussi un message pour les Américains politiques. Dire que oui, on a des moyens, on est capable de faire ça. C'est aussi un message auprès des populations civiles pour leur dire nous avons une armée qui est prête, qui est consistante, qui peut être prête en cas de vrai conflit. Et c'est aussi leur dire préparez vos esprits à ça ? Oui, parce qu'effectivement, c'est
il y a eu beaucoup de messages politiques qui sont passés quand même ces dernières années depuis la guerre en Ukraine. Mais quelque part, on est dans un certain confort. Et puis, ça fait 80 ans quand même que cette Europe, elle n'a pas connu la guerre. C'est unique dans l'histoire de l'Europe. Il n'y a jamais eu une période où pendant 80 ans, il y a eu la paix sur le territoire formé par l'Union européenne. 2 générations sont passées. La guerre est pour nous quelque chose d'extrêmement abstrait et qui fait partie des livres d'histoire. La réalité, c'est que depuis quelques années, les menaces, elles montent. Elles montent vite. Et les vieilles alliances que l'on avait, eh bien, elles vacillent. C'est celle avec les États-Unis. Et d'un coup d'un seul, on se rend compte que oui, on peut se retrouver tout seul face à un ogre russe soutenu par divers autres pays et qui est très agressif et qui n'a pas la même, la même façon de raisonner. Nous, on raisonne par le droit, on raisonne par, en gros, le bien et ce qui est bien, ce qui est mal, l'ONU. L'international, le droit international. La diplomatie, sauf que là, on voit que ça ne suffit pas et qu'il faut aussi être prêt d'un point de vue militaire. Il y a eu un Orion 2023, vous le disiez tout à l'heure. Vous y avez assisté à l'époque, à Orion 2023. Je crois que vous avez vu une très grosse différence, à la fois dans la mobilisation et dans les mentalités des soldats sur place sur Orion 2026. Alors globalement, oui, parce que c'était le premier, donc forcément le premier essuie toujours les plâtres. Donc les militaires français, notamment, ont l'habitude de travailler en interarmée, mais quelque part souvent à petite échelle ou moyenne échelle. Le faire à très grande échelle, c'est encore autre chose. Et alors quand vous y rajoutez le cyber, la guerre informationnelle, les satellites, les drones, dans tous les milieux qui arrivent, ça commence à faire beaucoup de choses. Et en termes d'organisation et de coordination, c'est énorme. Donc en Orion 2023, on avait une espèce de patchwork en fait, de plein de capacités différentes qu'il n'a pas toujours été simple justement de coordonner. Et ça sert à ça les exercices. Oui. C'est justement avoir les difficultés. On en a tiré les enseignements Bien pour sûr. 2026. Et là, ça roule beaucoup mieux. Et puis la menace, elle s'est précisée aussi. Donc ça veut dire que les équipes, les soldats, les armées sur place et qui ont participé à cette opération, elles savent que la menace, elle n'est pas forcément à l'autre bout de la planète. Non, moi je l'ai vu clairement. Ce porte-avions, par exemple, le Charles de Gaulle, c'est un bateau. La première fois que je suis dessus, c'est il y a 20 ans et j'y vais tous les 2-3 ans. Donc j'ai vu un petit peu l'évolution, y compris dans la mentalité des marins. On n'a plus du tout les mêmes marins. Là, on a des guerriers. On a des gens qui, effectivement, se préparent à du conflit, parce que ça peut arriver. Tout le monde souhaite que ça n'arrive pas. Les militaires sont les premiers, généralement, à souhaiter que ça n'arrive pas, la guerre, parce que c'est eux qui vont au front et qui risquent leur peau pour tout le monde. Mais ils savent que ça peut arriver, et ils s'y préparent. Donc on est beaucoup moins... Pas dire que c'était la croisière s'amuse il y a 25 ans, mais les menaces en mer étaient très faibles. Aujourd'hui, il y a des vraies menaces en mer, il y a des vrais risques de conflit, pas contre des pays de second rang, mais contre des pays qui sont très équipés. Donc il y avait une vraie intensité dans ces exercices. Et d'ailleurs, vous me disiez, les soldats, ils sortent rincés réellement, physiquement, parce que c'est très engageant. Oui, je peux vous dire que quand je suis parti effectivement hier soir, j'ai vu les mines sont fatiguées, parce que ça fait 24 jours qu'ils sont en mer, ça fait 24 jours que le porte-avions envoie des avions en permanence en l'air, donc il y a 1900 personnes à bord, et ils bossent tout le temps H24, ils envoient des avions de jour, de nuit, il y a une permanence, il y a une intensité, parce qu'encore une fois, ils peuvent se faire attaquer à n'importe quel moment, il faut veiller, etc. Donc ce sont vraiment des conditions réelles. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et puis, ce que je note aussi dans cet exercice, qui voit aussi l'évolution de la menace, c'est qu'il a été ajouté toute une dimension de guerre informationnelle. Ça, c'est hyper important. Donc une guerre cyber aussi. Oui, alors le cyber, parce qu'effectivement, pour faire simple, on ne va pas avoir des colonnes de chars russes qui vont débouler en France demain. Et d'ailleurs, probablement, elles ne débouleront pas. En revanche, on est quand même, en cas de conflit, on sera attaqué de différentes manières. Et on l'est déjà. Donc la désinformation sur Internet, qui est aujourd'hui avec l'IA... Qui est une arme de guerre aujourd'hui. Une arme de guerre d'autant plus facile, c'est la manipulation des populations, tout simplement, leur faire croire, leur faire passer des thèses, etc., les retourner entre elles déjà, les monter les unes contre les autres dans le même pays et les monter surtout contre leur politique. Et ça aussi, on s'y est préparé ? Bien sûr. Pendant l'exercice ? Alors ça aussi, parce qu'en cas de conflit, ça va s'accélérer. Oui. Vous pouvez par exemple vous retrouver en cas de conflit avec des vidéos virales sur Internet où on voit le président Macron dire que c'est la catastrophe, l'armée s'effondre et je m'enfuis dans mon bunker. Et si vous avez aujourd'hui, avec le niveau de l'intelligence artificielle, ça va être très dur pour beaucoup de gens de distinguer, en plus avec la tension, avec la peur, de distinguer le vrai du faux. D'où l'intérêt aussi d'écouter et de lire, de consulter des médias crédibles, des vrais médias, voilà, et notamment le service public a toute sa place là-dedans, justement. Et merimarine.com. Oui, aussi, mais c'est aussi tout ça, c'est la défense d'un vrai journalisme. C'est pas du journalisme d'opinion, c'est des faits,
de l'analyse, du raisonnement, de la responsabilité aussi, parce qu'il ne faut pas non plus faire du scoop à tout prix pour mettre des gens en danger, parce qu'on sait que tel bateau ou telle unité va dans tel coin et le lire avant tout le monde. Voilà, il faut être un petit peu responsable. Et donc voilà, moi j'encourage tout le monde justement aussi à prendre conscience de ça et à essayer de trouver justement des médias de confiance dans lesquels le jour J, effectivement, s'il y a un problème, ils savent qu'ils pourront compter et avoir les informations les plus fiables possibles. Mais vous en parlez, Vincent Groiselot, comme si c'était peut-être pas imminent, mais que ça allait arriver. Ça veut dire que les soldats, les militaires, les très hauts gradés que vous avez pu rencontrer, s'y préparent à court terme ? Oui. Alors le court terme, on ne peut pas dire quand. Et puis tout le monde espère que ça ne va pas arriver. Enfin, qu'on trouvera une solution par la porte ou par la fenêtre, que ce soit une solution diplomatique, que ce soit un rapport de force qui fait qu'économiquement parlant, on a suffisamment mis la pression sur la Russie pour qu'elle arrête. Il peut se passer 10 milliards de choses. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, ils s'y préparent pour encore une fois, plutôt un conflit en Europe de l'Est et qui pourrait intervenir dans les 2, 3, 4 ans. Sur les pays baltes, notamment. Sur les pays baltes, la Roumanie, la Pologne, éventuellement ce genre de pays. Et nous, on va être aussi aux premières loges. C'est-à-dire que dans un cas comme ça, et ça a déjà commencé, il y a des opérations de sabotage, donc les câbles, par exemple, sous-marins qui font les liaisons Internet entre les pays, les réseaux électriques, donc typiquement, ils ne vont pas s'attaquer à des centrales nucléaires. Normalement, ils ont vécu Tchernobyl, normalement ils ne sont pas totalement sots, mais par contre le réseau électrique, oui, on peut dynamiter des pylônes, on peut faire des choses comme ça, les voies ferrées aussi. Donc voilà, l'idée c'est de désorganiser le pays, de provoquer la peur dans le pays. Et puis on peut avoir des actions de sabotage, voire d'attaque un petit peu plus musclées, parce que, encore une fois, les Français se sentent à l'abri, parce qu'entre nous et la Russie, il y a tout le reste de l'Europe. La vraie réalité, c'est qu'on a une frontière directe avec la Russie qui s'appelle la mer. Donc notre première frontière, c'est l'Atlantique, et tous les jours, on a des sous-marins russes qui sont devant nos côtes et que la marine nationale chasse. Et c'est pas pour rien que les moyens de la marine à Brest sont en train d'être renforcés significativement. Et c'est pour ça notamment qu'on l'a fait évidemment sur la côte atlantique, cet exercice, et que les Russes nous observent de très près et qu'ils l'ont fait évidemment pendant cette opération. Bien sûr, évidemment, ils nous observent parce qu'ils ont aussi des divers moyens, y compris par satellite. Ils ont des bateaux, alors là il y en a moins parce qu'on les épuise quand même un petit peu, la marine russe. Elle a des sous-marins qui sont encore effectivement nombreux et puissants, mais pour la flotte de surface ça devient un peu compliqué parce qu'ils n'ont plus de base en Méditerranée, donc concrètement il faut faire des allers-retours entre la Méditerranée et le Grand Nord, donc quand vous n'avez pas beaucoup de bateaux... Mais ils nous observent quand même. Bien sûr, ils trouvent toujours le moyen de nous observer, donc c'est effectivement aussi ça une démonstration de puissance, et encore une fois de démontrer lors d'exercices qu'on est capable de faire des choses, que même si le temps est pourri, on peut envoyer des rafales avec des bombes, y compris nucléaires, on peut faire de la défense aérienne, on peut projeter des troupes. Ça veut dire qu'un exercice comme celui-là, il peut retarder, voire dissuader une attaque. Mais oui, tout l'enjeu, il est là. Tout l'enjeu, il est de dissuader Poutine d'intervenir. Tout l'enjeu est que dans la tête de Poutine, il soit clair que le jour où il met un pied en Lituanie, en Lettonie, en Pologne ou en Roumanie, il y aura une réaction et que globalement, il va s'en prendre une bonne. Voilà. Donc, parce qu'on a du matos qui est en nombre, parce qu'on a du matériel qui est technologiquement supérieur, parce qu'on s'est préparé et parce qu'on l'a démontré. Et qu'en tout cas, même si la victoire n'est pas assurée, il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. C'est le principe même de la dissuasion, c'est valable pour le nucléaire aussi. La Russie n'enverra pas une bombe nucléaire sur la France pour la bonne et simple raison qu'elle a la certitude absolue que si elle le fait, elle va avoir toutes ses villes de rasées parce qu'on aura une réplique, parce qu'on a un sous-marin au moins en permanence à la mer, avec l'équivalent de 1000 fois Hiroshima à bord, 16 missiles jusqu'à 10 têtes par missile, 9000 km de portée. Voilà. Donc, on peut atteindre la Russie. Voilà. Donc, et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a cette dissuasion nucléaire, mais vu ce qui s'est passé en Ukraine, on a vu que les frontières, les lignes rouges, en fait, au fur et à mesure, au début, non, si on leur donne des chars, c'est la guerre contre la Russie. On leur donne des chars. Si on leur donne des avions de chasse, ça va être non, on monte. Et donc, on voit bien qu'on monte. Et donc, à un moment, on se rapproche aussi du seuil nucléaire. Et donc, il faut qu'on trouve aussi une manière de faire de la dissuasion conventionnelle et de dire effectivement à la Russie, non, si vous attaquez l'Europe, vous aurez une réaction immédiate, forte, et de toute façon, vous n'avez rien à y gagner. Et donc, il faut faire entendre ça aussi aux populations civiles, qu'il faut éventuellement se préparer. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le chef d'état-major, ça a beaucoup choqué à l'époque. Mais il n'empêche que c'est préparer les esprits, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait aussi partie de ces opérations. Il y aura probablement un Orion 2029. Alors, a priori, ou peut-être ça sera dans 2 ans, sait-on jamais. Peut-être qu'ils vont accélérer le rythme, ça on ne sait pas encore. Mais oui, dans 3 ans maximum, effectivement, il y en aura un autre. Et entre-temps, d'autres exercices par armée et entre les alliés aussi qui vont se renforcer. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que ce que vous nous décrivez, Vincent Groiselot, c'est franchement assez angoissant, puisqu'on voit qu'on se prépare à une guerre éventuelle, mais que paradoxalement, c'est presque rassurant d'avoir ces opérations-là.
Oui, c'est rassurant, puis je pense que dans ces cas-là, de toute façon, il faut avoir conscience des choses. Il faut savoir que la menace, le risque, il existe et qu'on a encore les moyens de s'y préparer. Et que par chance, on est dans un pays qui a été brocardé très longtemps parce qu'on voulait défendre notre industrie de défense, on voulait défendre nos souverainetés. Nan, nan, nan. Bon, aujourd'hui, moi je constate que tous les Européens sont en train de taper à la porte parce que justement, on est parmi les rares qui ont encore un outil souverain, donc on fait ce qu'on veut avec nos matériels. Alors par contre, effectivement, on manque, entre guillemets, d'épaisseur, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'avions. La marine n'a que 41 Rafale marine, on en embarque 24 sur Charles de Gaulle. Ça veut dire qu'en cas d'opération, évidemment, il va y avoir des morts. C'est ce que voulait dire d'ailleurs le chef d'état-major des armées qui s'est mal exprimé dans son terme. Mais les enfants, c'est d'abord en fait les soldats, parce que c'est eux qui vont y aller. Et pas forcément avec une guerre déclarée. On peut très bien avoir à la frontière, comme ça s'est vu à l'époque en Syrie, entre les Turcs et les Russes, un avion qui soit abattu parce qu'ils se sont approchés de trop près, il y en a un qui a appuyé sur le bouton. On peut avoir une frégate qui se prend un missile parce que pareil, il y a une tension qui est très forte et à un moment, ça dérape. Pour autant, on ne va pas rentrer en guerre forcément. Mais là, on aura perdu, entre guillemets, comme c'est ce que voulait dire en fait le général Mandon, on aura perdu quelques enfants de la nation. Voilà. Mais il n'est pas question aujourd'hui d'aller demander aux Français d'aller dans une tranchée. Par contre, il est demandé aux Français d'avoir une responsabilité et surtout un niveau de connaissance, en fait, de savoir que, voilà, il se passe quelque chose et que le jour où il y aura quelque chose, c'est pas uniquement l'affaire de l'armée, ça sera aussi à la population derrière d'être dans le calme, d'être assez serein, de tenir le pays, de ne pas partir dans tous les sens. Et voilà, parce qu'effectivement, ça se jouera aussi, la guerre, elle sera aussi psychologique et elle est d'abord et avant tout, encore une fois, aujourd'hui déjà informationnelle. Donc ça, c'est important. Donc préparer les militaires, préparer les esprits aussi des civils. Merci beaucoup Vincent Groiselot, c'était passionnant de vous entendre et de nous faire partager ce décryptage sur cette opération Orion qui se poursuit donc jusqu'à la fin du mois d'avril en France. Merci. Merci à vous.